Bonjour, mon nom c'est Nicolas, je suis ici avec Danilo, puis dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler des mélanges racémiques puis des problèmes que ça peut poser dans la production des médicaments de nos jours. Donc pour commencer, je vais définir c'est quoi un mélange racémique. Donc un mélange racémique, c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. Donc pour mieux définir là, ce que ça veut dire, ça c'est qu'un mélange équimolaire, c'est un mélange où que deux composés sont en égale quantité dans le mélange. Et deux énantiomères, je vais définir un peu plus loin c'est quoi deux énantiomères. Donc, avant de comprendre c'est quoi un énantiomère, il faut comprendre c'est quoi la chiralité. Donc, la chiralité, là, un composé chiral, c'est un composé où son image miroir est pas superposable à lui-même. Fait qu'on peut prendre pour exemple la main gauche ou la main droite. Donc, les deux mains vont avoir le même nombre de doigts, le même nombre de phalanges, une paume, tous les mêmes composés. Fait que c'est la même molécule au sens de la formule chimique. Mais lorsqu'on les prend un à l'autre puis qu'on les met face à un plan miroir, fait qu'on prend l'image miroir de la main gauche qui va être la main droite puis qu'on essaie de les superposer une sur l'autre, on va voir que c'est impossible de les superposer. Fait que cet exemple-là puis le terme chiralité a été défini par Lord Kelvin en 1904, qui était un professeur à l'université de Glasgow. On peut retrouver ça dans le texte de Lawrence D. Barron, Chirality and Life, publié dans le journal Space Science Reviews, le volume 135 en 2007. Puis les composés chiro, fait que si on prend l'image miroir, vont avoir deux formes qu'on dit énantiomères. Fait que si on revient à notre définition d'un mélange racémique du début, un mélange équimolaire, donc en égale quantité de deux énantiomères, donc des deux formes miroirs, on peut dire, de la même molécule. Pour avoir un composé chiral, il faut qu'on ait un carbone asymétrique, donc un carbone où il y a 4 constituants différents. Une molécule plus compliquée, comme celle qu'on peut observer de nos jours dans les médicaments, peuvent avoir plus d'un carbone asymétrique, donc plus d'un énantiomère là, de la même molécule. Dans ce cas-là, le nombre d'isomères, donc de versions différentes de la même molécule, va être égal à 2 à la n, où n est le nombre de carbone asymétriques. Les molécules énantiomères vont avoir les mêmes propriétés physiques, mais vont pas avoir les mêmes propriétés biologiques, puisque dans le corps, les récepteurs dans notre corps sont eux aussi chiro, pour la plupart, et donc en réaction avec certaines énantiomères des mêmes molécules, il peut avoir des effets différents dans notre corps. Comme les acides aminés, sauf la glycine, sont tous chiro, et l'acide lactique aussi est une molécule chirale. Un peu d'histoire sur la découverte des mélanges racémiques. Donc, ça a été découvert par Louis Pasteur vers 1850. Ça a été découvert en étudiant les sous-produits de la vinification, qui a étudié l'acide racémique ou l'acide paratartrique. Puis il a découvert que l'acide paratartrique était composé de deux formes distinctes d'acide tartrique. Donc, à ce moment-là, Pasteur a émis la conjecture que la dissymétrie de la forme cristalline correspondait à une dissymétrie interne de la molécule. Donc, dissymétrie, c'est le mot en chimie qu'on utilise pour des molécules asymétriques. Donc, deux molécules qui sont pas symétriques au final, ça veut dire que la forme cristalline qu'il a découvert dans l'acide paratartrique, l'asymétrie qu'il observait, ou la dissymétrie pour utiliser le bon terme, correspondait à une dissymétrie des molécules comme telles qui formaient le cristal, et que la molécule en question pouvait exister en deux formes dissymétriques inverses l'une de l'autre. Ça a été quand même révolutionnaire dans l'histoire de la chimie, puis ça a mené à l'aboutissement plus tard du domaine de la stéréochimie, avec la publication de l'ouvrage La chimie dans l'espace par Van 't Hoff, qui a introduit la notion d'asymétrie du carbone. Donc, ce que Pasteur avait trouvé, c'est pas une loi générale, mais plus un cas particulier d'une loi générale qui a été émise plus tard, mais ça a tout de même permis d'aboutir, d'avoir des grands aboutissements dans le domaine de la stéréochimie. Donc, c'est important dans notre société, surtout aujourd'hui avec tous les médicaments, parce que, comme j'ai mentionné précédemment, le corps lui-même est constitué en majeure partie de récepteurs chiro. Donc, c'est important de savoir, pour les médicaments qu'on ingère ou qu'on utilise, quel des deux énantiomères peut être néfaste, actif ou utile pour notre corps. Fait que pour citer quelques exemples, la deltamétrine
un de ces énantiomaires est un insecticide, tandis que l'autre est inactif. Après ça, on a aussi la carbone. Un des énantiomères a une odeur d'aneth et de fenouil, l'autre l'arôme de la menthe verte, fait quand même assez différent, là. C'est la même molécule au final, seulement un énantiomère différent. Dans des cas un peu plus graves, là, qu'on peut citer, il y a la thalidomide, qui était un médicament anti-nauséeux et un sédatif efficace qui a été utilisé, qui n'est plus utilisé de nos jours, mais qui a anciennement été utilisé pour les nausées chez les femmes enceintes, pour réduire les nausées chez les femmes enceintes. Ce qu'on a découvert plus tard, c'est que l'autre énantiomère qui était créé, puis qui était pas séparé là, lorsqu'on prescrivait le médicament, était un poison qui provoquait des malformations fœtales chez les femmes enceintes. Donc, évidemment, lorsqu'on s'est rendu compte de l'effet de l'autre énantiomère, on a arrêté de prescrire ce médicament-là. Puis depuis, c'est obligatoire pour les laboratoires pharmaceutiques de tester tous les stéréoisomères pouvant être générés par le médicament avant de le rendre commercial là, pour l'usage de tous. Il y a aussi d'autres exemples de médicaments qui ont des effets très très différents dépendant de quel énantiomère on prend. Donc le propanolol, qui peut être un bêta-bloquant utilisé et qui est présent sous forme racémique. Mais le S-énantiomère, c'est celui qui est le plus actif dans le corps. Après ça, on a aussi la ventoline qui est utilisée pour l'asthme, pour aider les symptômes de l'asthme, qui est présent sous forme racémique. Le R-salbutanol ou R-ventoline, si on utilise le terme commun, c'est l'énantiomère actif. Le S, donc l'autre énantiomère, peut contribuer à des effets secondaires, pas nécessairement voulus. Un autre exemple peut être la kétamine aussi, donc le S-énantiomère, donc un des énantiomères, est plus puissant comme anesthésique, tandis que l'autre énantiomère peut avoir des propriétés antidépressives distinctes. Donc, deux énantiomères ayant de la même molécule qui ont des propriétés assez différentes. Donc, ces exemples-là montrent à quel point c'est important d'être conscient de la stéréochimie, donc de la différence d'une même molécule peut avoir en 3D, et d'être conscient de ça quand on synthétise des médicaments là, qui peuvent être utilisés par la population en général. Donc, pour mieux illustrer ces défis, je vais laisser la parole à mon collègue Danilo qui va vous expliquer un peu plus les défis engendrés par la stéréochimie. Oui, donc bonjour. Le premier point que je vais aborder, c'est le défi principal dans la synthèse des composés chiro. Fait que quand on a un environnement achiral, donc un environnement qui est composé d'énantiomères, expliqué précédemment par mon collègue, quand on synthétise les composés chiro en laboratoire, ben, la distinction entre deux composés qui ont la même formule chimique mais qui n'ont pas les mêmes propriétés est difficile parce que leurs propriétés chimiques et physiques sont semblables, voire pareilles. Fait qu'on ne sait vraiment pas quels vont être leurs effets à moins qu'on les teste. Mais il y a des techniques pour les séparer. Il y en a quelques-unes, mais je vais juste en aborder deux pour pas trop que ce soit long. Donc la première, est mentionnée par Isake en 2006. La première, c'est la chromatographie chirale. Donc le processus de chromatographie, c'est un tube de verre dans lequel on place une phase, donc une molécule ou des molécules stationnaires, puis on fait passer les énantiomères dedans. On les fait couler à l'intérieur d'un solvant, généralement. Et la phase stationnaire va, à cause des liens chimiques qui peuvent se faire entre elle et les énantiomères, emprisonner juste certains isomères. Admettons, une des deux qui sera là. Fait qu'en général, cette chromatographie chirale, ben, on utilise des acides aminés ou des sucres pour la phase stationnaire. Puis ça se lie à un des deux énantiomères qui sont passés dedans. Et donc, ça l'isole. Puis après, on peut enlever la phase stationnaire et isoler l'énantiomère qu'on a voulu séparer. La deuxième technique populaire, c'est la cristallisation chirale. Donc, notre mélange racémique qu'on obtient après la synthèse, on le convertit en un sel d'énantiomère en utilisant un agent de résolution chirale. Donc, exemple, c'est juste de l'acide tartrique qu'on mélange au mélange racémique, puis ça forme un sel. Puis ensuite, on cristallise, donc on solidifie le mélange avec un solvant commun comme de l'eau, de l'alcool ou de l'acétone froid. Puis on reprend les cristaux qui sont les énantiomères.
Et donc, ce qui reste, c'est celle du début moins les énantiomères. Puis ça représente les énantiomères voulus, parce qu'on a séparé. Il y en a certains qui vont se cristalliser, puis certains non, à raison de leur propriété. Il y a beaucoup d'avancées technologiques ou des alternatives pour la production d'énantiomères purs. Donc, on n'est pas juste obligé de faire une synthèse puis après de les séparer. On peut, de base, juste synthétiser un énantiomère et pas l'autre. Donc, une des avancées possibles, c'est la catalyse asymétrique. Donc, on a un catalyseur, donc quelque chose qui facilite la synthèse d'énantiomères. On le lie, celui-ci est chiral, puis on le dirige dans la formation d'une molécule chirale en faisant en sorte qu'un stéréoisomère particulier est favorisé. Donc, cette méthode-là permet de synthétiser un stéréoisomère et pas l'autre, mais elle est plus ou moins sûre en ce moment, quand on se parle, parce qu'on ne sait pas vraiment lequel des stéréoisomères sera formé. Donc, c'est comme, on a 50% de chance que le bon soit formé. L'impact des composés chiraux sur la médecine, c'est comme mentionné précédemment par mon collègue, lorsqu'on synthétise les composés chiraux, c'est quasiment impossible de distinguer deux énantiomères. Donc, l'impact dans la médecine des énantiomères, c'est qu'il y en a un qui peut être un médicament comme mentionné précédemment, puis l'autre est mortel. Donc, les compagnies pharmaceutiques doivent vraiment faire attention à ce qu'ils synthétisent puis comment ils le testent, parce que ça peut vraiment avoir des conséquences graves. Un enjeu environnemental important de la synthèse des composés chiraux, c'est que quand on les synthétise puis on les sépare avec les techniques mentionnées précédemment, d'habitude, on garde l'énantiomère qu'on a besoin, puis l'autre, on le jette où qu'on veut, mais même dans un dépotoir, ça peut s'infiltrer dans le sol, puis empoisonner le sol ou causer des dommages pour l'écologie. Donc, en conclusion, on a abordé c'est quoi la chiralité, c'est quoi un mélange racémique, l'histoire des mélanges racémiques, donc comment ça a été découvert, des exemples de médicaments qui sont des mélanges racémiques et les deux énantiomères présents. On a aussi abordé le défi principal de la synthèse des composés chiraux, des multiples techniques de séparation des énantiomères ou de deux composés qui sont non superimposables. J'ai abordé une avancée pour la production d'énantiomères purs, mais qui n'est pas encore très sûre, qui est expérimentale. On a aussi parlé d'un impact, de l'impact majeur que cela a sur la médecine, puis de l'enjeu environnemental principal associé aux composés chiraux. Puis l'importance les concepts qu'on vient juste d'aborder dans la vie de tous les jours, c'est que dans un monde où on a de plus en plus de produits chimiques chez nous, ou que beaucoup de personnes prennent des médicaments à cause de nombreux médicaments présents maintenant, mais il faut savoir distinguer les grandes catégories de médicaments ou avec quoi on a affaire pour savoir avec quoi on a affaire, parce que sinon ça peut, comme mentionné précédemment, ça peut vraiment avoir des conséquences graves sur notre santé, puis ça peut même nous tuer, dépendamment de ce qu'on prend. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça, c'était Danilo. Merci de nous avoir écoutés. Bon Nicolas, bonne journée.